Bonsoir et bienvenue au Centre Tchèque. Je suis heureux de vous accueillir pour cette conférence sur la pauvreté en République tchèque et sur les pauvres alimentaires. Je suis heureux d'accueillir Fabrice Martin-Plechta pour cette soirée correspondant du Monde, directeur des banques alimentaires en République tchèque. Cette soirée se fait sur l'initiative de la FTS, donc je salue le directeur Eugène Fauché ici. Que dire d'autre? Sans plus attendre, je vais peut-être passer la parole à M. Soubigou, que vous connaissez, historien, etc. Beaucoup de choses, je m'excuse. Je vois que nous sommes entre connaisseurs en tous les cas. Pour présenter notre ami, et nous allons passer directement au sujet pour lequel nous sommes venus. Merci. Alors, j'ai le plaisir, l'honneur, l'avantage de recevoir Fabrice Martin-Plechta, que je suis depuis déjà quelques années, et à vrai dire, il a un long passé maintenant, il dépasse à Prague, où il est venu pour la première fois en 1983. On retrouve tout ça dans les fichiers de la STB. Il a mené des études d'histoire à la Sorbonne Paris 1 avec le professeur Bernard Michel, qui a laissé un grand souvenir, avec lequel il a fait aboutir une maîtrise d'histoire, ainsi qu'à l'université Charles à Prague, dans sa dernière année d'études en 1987-1988. Je crois qu'il y a eu un intervalle militaire, n'est-ce pas? Oui. 1983, c'était votre premier voyage qui a inauguré votre attachement à tous les sens du terme, scientifique, amical et même un peu au-delà, si j'ai bien compris. Vous étiez à ce moment-là très courageux d'aller dans ce pays sous la férule communiste dont on ne savait pas qu'elle était finissante, en pleine splendeur dans son genre. À partir du mois d'août 1989, libéré de vos obligations vis-à-vis de votre pays natal, vous effectuez un stage à Radio Prague, on va appeler ça comme ça, plusieurs mois, et presque simultanément, vous devenez correspondant de l'AFP à partir de mars 1990, et enfin, correspondant du journal Le Monde, pour lequel vous êtes depuis un quart de siècle la référence dans toute l'Europe centrale, parce qu'il y a eu des allers et retours en Pologne, en Hongrie, mais le poste de correspondant à Prague, lui, est resté parfaitement stable. Dans cette fonction, inaugurée donc il y a un quart de siècle, vous couvrez les événements de la révolution de velours à l'automne 1989, c'est votre premier au fait d'art. Vous étiez témoin comme journaliste, mais aussi acteur, puisque le siège de la radio Radio Prague est à 2 pas de la place Wenceslas, et dès que vous avez terminé les émissions, qui étaient encore soigneusement contrôlées phrase par phrase par le délégué du parti, n'est-ce pas? Vous descendiez tout de suite sur le Václav, sur la place Wenceslas. Et c'est dans ce cadre que, non seulement témoin, mais donc acteur, vous êtes l'un des fondateurs du premier syndicat indépendant de journalistes. Alors j'ai dit votre attachement scientifique, amical, mais un peu au-delà. Vous faites la connaissance d'une jeune femme germano-tchèque, n'est-ce pas, que vous épousez, et voilà comment vous vous retrouvez à intégrer à votre nom de Fabrice Martin, celui de... Alors, si on prononce à la française, ça va être Plechta. Pardon? C'est pas beau. Non, c'est pas beau, et si on prononce à la tchèque, bien entendu, Plechta. Et moi-même qui ai un petit peu travaillé sur Masaryk, je me demande s'il ne s'agit pas, par l'intégration du nom de l'épouse dans le nom du monsieur, d'une réminiscence de Tomáš Garrigue Masaryk. Alors, vous devenez, vous prenez la tête, la direction, exactement. Vous devenez directeur de la Fédération des banques alimentaires tchèques, Česká federace potravinových bank, que vous avez fondée en février 2005, bientôt 10 ans. Peut-être au début de l'année qui arrive, songer à célébrer, je ne sais pas, mais commémorer en tout cas cette création, qui regroupe 5 banques alimentant une myriade d'associations caritatives un petit peu partout dans le pays tchèque. Cette activité vous a valu en 2008 d'être couronné par le Křesťanstvo, ainsi que par le titre de, je cite, personnalité de l'année, est décerné par la Chambre de commerce franco-tchèque.
Je signale qu'au quotidien, pour l'avoir fréquenté à Prague, que Fabrice Martin-Plichta est tout à fait en ligne avec ses convictions, puisque parmi ses nombreuses activités, il parvient à circuler dans Prague. Vous connaissez les collines de Prague, vous connaissez les pavés de Prague, ça vous donne la mesure de l'effort qu'il fournit. Il parvient à concilier toutes ces activités, tous ces déplacements en circulant à bicyclette dans Prague. Alors même qu'il n'habite pas tout à fait le centre de Prague. Je ne travaillerai pas de secret, enfin, vous habitez sur les hauteurs. Je triche, il est électrique. Il est électrique, mais enfin, l'effort du Jarret est tout à fait considérable. Alors, la conférence de ce soir va nous amener à réfléchir à la notion de pauvreté en République tchèque. Il faudrait quand même au préalable rappeler, avant de regarder la paille dans le pays ami, il faudrait rappeler quand même la poutre de notre pays français. Chaque soir en France, selon la Fondation Abbé Pierre, 1 200 000 de nos compatriotes dorment sous les ponts. Chaque soir à Paris, il faut trouver 8 000 places d'hôtel pour héberger en urgence les gens qui n'ont pas trouvé d'autres solutions. Alors, à la lumière de ces chiffres, on va pouvoir examiner ceux de la République tchèque. Quelqu'un me demandait, je crois que c'est le vice-président Brandlich, me demandait ça représente combien de pauvres en France. Bon, on peut avoir une approximation, on peut discuter des critères à perte de vue, mais enfin, l'ordre de grandeur, c'est 15% de personnes dans notre pays qui vivent en situation extrêmement précaire. C'est sans doute un minimum parce qu'il y a beaucoup de populations très mal identifiées en France, dans les périphéries urbaines. Bon, à la lumière de ces faits, on va pouvoir réfléchir au cas tchèque. Alors, la première question à laquelle on va songer, c'est y a-t-il beaucoup de pauvres en République tchèque, à la mesure de ce que l'on voit en France. Le gouvernement, les statisticiens et les associations caritatives qui sont au plus près de la réalité de la pauvreté ne s'accordent pas tout à fait sur les chiffres. Un chiffre circule, vous allez pouvoir en débattre pour soit le gonfler, soit pour le démonter, mais le chiffre qui circule souvent, c'est 10% de Tchèques qui doivent s'alimenter avec 17 couronnes, c'est-à-dire moins d'1 euro par jour, ou, si on rapporte moins, 500 couronnes, c'est-à-dire moins de 20 euros par mois pour s'alimenter. Donc il y a des débats sur les chiffres, sur les critères, mais je laisse le spécialiste mener ce débat. Tous les spécialistes quand même, ou en tout cas tous ceux qui approchent cette réalité de la pauvreté, s'entendent néanmoins pour constater qu'ils sont proportionnellement moins nombreux que dans de nombreux pays européens, à commencer par la France. Alors pourquoi cette ampleur? Pourquoi ce débat? Comment les banques alimentaires tchèques que vous avez fédérées dans un organisme qui les regroupe, alors vous nous direz le chiffre entre 5 et 7, mais je vous laisse détailler, comment ces banques alimentaires participent à ce tissu institutionnel et associatif qui contribue dans une certaine mesure à amortir les chocs sociaux de la transformation et des crises économiques survenues depuis un quart de siècle. Alors, c'est notre invité Fabrice Martin-Plichta qui est le mieux invité pour apporter quelques réponses. Voilà. You have the floor. Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Merci au centre. Et je vais juste rajouter une indication dans mes études qui m'ont conduit vers la République tchèque. Je suis aussi Linalko Lanzo et le professeur Maras ici présent, qui fait partie de ceux qui m'ont amené à apprendre le tchèque et à m'intéresser tout particulièrement à l'histoire tchèque. Donc, je vais vous parler un peu de ce que sont les banques alimentaires et de la pauvreté. On va attaquer le sujet de suite. On va commencer par pourquoi un peu les banques alimentaires, quels sont nos objectifs. C'est d'abord combattre le gaspillage alimentaire. Ça représente un certain volume. Ensuite, partager avec les personnes en difficulté. Donc, ça nous amènera à parler de ces pauvres. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Pourquoi? Pourquoi si peu? Entre guillemets, si peu, relativement, comme on l'a déjà évoqué. Que les banques, c'est aussi un moyen pour encourager la solidarité entre les hommes, mais avec ceux qui souffrent, mais aussi entre ceux
qui les aident, et donc pour un but final, donc de rendre efficace l'aide alimentaire, afin que le minimum se perde et que surtout elle parvienne vraiment à ceux qui en ont le plus besoin. Donc, en introduction, vous voyez juste un peu ce que c'est le gaspillage en République tchèque. On estime que, grosso modo, c'est 729 000 tonnes de déchets alimentaires qui sont produits par an, soit, vous voyez, 70 kilos par habitant, alors que, justement, j'ai, pour comparaison, j'ai mis les chiffres de la moyenne européenne, qui sont 90 millions de tonnes, donc 122 kilos par Européen. En France, nous sommes un peu au-dessus, aux alentours de 150, mais nous ne sommes pas en France, par exemple, ce n'est pas le pays qui produit le plus de gaspillage alimentaire non plus. Ça, c'est le premier élément du moteur qui fait que pourquoi les banques alimentaires naissent, c'est donc de limiter ce gaspillage. Et le deuxième pilier de notre action, et du pourquoi de notre existence, c'est de partager avec les personnes pauvres. Donc, M. Soubigou a évoqué un peu quelques chiffres sur la pauvreté. Nous allons maintenant nous y intéresser en détail. Donc voici les chiffres officiels, ce qu'ils disent. C'est légèrement en dessous de 9% des 10,6 millions d'habitants. Donc ce chiffre est obtenu en prenant cette règle qui est définie internationalement pour définir la pauvreté, c'est-à-dire de ceux qui disposent de moins de 60% du revenu médian. Le revenu médian en République tchèque est aujourd'hui de 21 500 couronnes, c'est-à-dire aux alentours de 800 euros. Donc 60%, ce que ça donne, ce n'est plus beaucoup. On tombe à 250, 500 euros par mois. Les chiffres donc précisent qu'il y a vraiment 4,2% des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, le seuil de pauvreté en République tchèque, si on convertit en euros, ça fait très bas, parce qu'on est à 330 euros. Et donc, après, dans ces statistiques, quand on parle de pauvreté, on a l'habitude maintenant de spécifier quels sont ces pauvres. Est-ce que c'est uniquement un problème financier, matériel, est-ce qu'ils ont accès à un certain nombre de services ou pas, etc. Donc, cette privation matérielle, c'est 678 000 personnes, c'est vraiment ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent, n'ont pas accès, ne peuvent pas avoir accès à tout en même temps, c'est-à-dire à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux loisirs, à l'équipement de maison, etc. Et après, il y a ce chiffre global, donc des 15% de Tchèques menacés par la pauvreté, donc qui recouvre ces 9%, plus grosso modo donc 6 points supplémentaires de la population, qui, elle, est juste au-dessus de ce seuil des 60%, mais qui est au moindre accident de parcours dans la vie, perte du travail, une maladie, une absence prolongée de l'emploi par exemple, les conduit souvent dans la pauvreté. Bon. Essayons de définir un peu qui sont les pauvres en République tchèque. On a vu grosso modo que c'est 9%, c'est 900 000 grosso modo. Donc il faut compter essentiellement, on commence. Le gros contingent sont les Roms, puisque malheureusement on ne sait pas exactement combien ils sont, mais grosso modo on les estime entre 300 et 400 000, la fourchette est large, mais on ne peut pas faire mieux. Mais selon donc, une des études menées il y a quelques années par Ivan Gabal, et qui a essayé de faire vraiment un panorama détaillé
de toutes ces communautés roms à travers le pays, qui a permis d'un particulier de découvrir qu'il y avait 400 localités qu'on pourrait qualifier de ghettos, parce qu'il n'y a pas trop d'autres mots pour utiliser les termes tchèques, mais donc de petites enclaves ou de Roms qui sont vraiment ségrégés dans des villages ou dans des villes. Et aujourd'hui, ces chiffres ont été actualisés en début d'année, on monté à 500 localités donc, ghettoisées. Et dans ces ghettos vivent grosso modo 2/3 des 300 à 400 000 tziganes, et tous en dessous du seuil ou en situation de pauvreté, la plupart justement parmi les plus pauvres, ceux en dessous du seuil de pauvreté. Après, un contingent qui n'est pas le plus important mais qui est le plus visible dans les grandes villes, surtout à Prague, sont les SDF. Les estimations des associations et des autorités, c'est entre 25 et 30 000 pour l'ensemble du pays. Prague à elle seule, c'est grosso modo 5 000. Et alors, c'est recensé, c'est 11 500 recensés, c'est un chiffre qui a été produit en début d'année, qui a été réalisé à partir d'un recensement effectué systématiquement dans toutes les structures d'accueil, c'est-à-dire dans tous les centres de jour ou de nuit. On a pointé combien de personnes exactement en essayant de faire attention qu'il n'y ait pas de doublons, ceux qui passent du jour à la nuit, etc. Mais tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas le chiffre en effet définitif, parce qu'il y a beaucoup de SDF qui n'ont pas recours, qui ne fréquentent pas systématiquement ces structures d'accueil. Donc, et on estime en général que c'est la moitié, voire un tiers, donc, ce qui donne ce chiffre estimé ensuite. Après, on trouve parmi les pauvres ces catégories de salariés pauvres, de salariés souvent au salaire minimum, qui les prémunit pas face à la pauvreté. Souvent, c'est des employés vraiment seuls, donc sans famille, ou avec famille, mais souvent seuls, donc en rappelant que le salaire minimum en République tchèque aujourd'hui de 8 500 couronnes passera à 9 200. 9 200 est à peine, en fait, est en dessous de la médiane, donc, du salaire médian. Ensuite, les 60% du salaire médian, pour être sûr. Ensuite, on trouve énormément, là on est déjà dans des contingents assez importants, c'est les familles uniparentales, essentiellement femmes seules, mais pas seulement. Certaines personnes handicapées, personnes âgées, qui ont peu cotisé ou qui ont mal cotisé, commence à apparaître justement un certain nombre de personnes qui ne sont pas depuis, qui sont lancées dans l'entrepreneuriat souvent après 89 et qui ont toujours cotisé au minimum. Et aujourd'hui, on a des retraites ridicules. Donc ceux-là sont souvent très menacés, surtout s'ils n'ont pas entre-temps fait fortune. Donc c'est là où on trouve, plus après tous les salariés qui étaient dans les salaires minimum, donc la retraite est très basse. Familles nombreuses, les familles de 3 enfants et plus sont parmi celles qui sont le plus menacées par la pauvreté, dans les familles. Et une catégorie assez importante qu'on retrouve beaucoup dans les structures d'accueil que nous approvisionnons, ce sont ces personnes en surendettement ou en faillite personnelle, ce statut particulier qui permet d'effacer en partie ces dettes, mais qui vous mène à ne pouvoir vivre par mois qu'avec 3800 couronnes, grosso modo. Donc, vous voyez, ça fait 150 € pour vivre. Parce que le reste est saisi. Donc, ce sont les gens qui ont un emploi en général, mais le reste de leur salaire est saisi pour rembourser au moins une partie de ces dettes, et on leur laisse le minimum.
Alors, ces personnes peuvent, dans certaines conditions, avoir accès à d'autres allocations, comme on va un peu les décrire un peu plus loin. Bien sûr, donc, essayer de répondre à la question pourquoi, il y a beaucoup de raisons, hein, et ce relativement peu, parce que je voulais insister, pourquoi on tombe dans la pauvreté, c'est à peu près les parcours assez traditionnels que l'on commence maintenant à connaître dans toutes nos sociétés occidentales et développées. Je sais qu'il n'en est pas là-dessus, mais ce qui est intéressant de se poser la question, c'est le pourquoi de ce relativement peu de pauvres, hein, parce que pour vous rappeler, la République tchèque est grosso modo en Europe le deuxième ou le troisième pays avec le plus bas taux de pauvres. Le plus bas étant le Luxembourg, ça ne m'étonne pas. La République tchèque est grosso modo dans les mêmes pourcentages que les Pays-Bas et la Suède. Donc aux alentours de entre 15 et 16, selon, comme on a vu, le 15%. Donc ces trois pays sont entre 15 et 16, alors que la moyenne européenne est à 24,5. La France est dans ces eaux-là, et d'autres pays comme la Bulgarie et Roumanie, on approche les 45-50. Donc pour donner un ordre d'idée. Ou voire des pays baltes aussi qui ont des taux assez élevés. Donc, pourquoi un peu cette... alors, ce sont des pistes, il n'y a pas de grands travaux d'analyse ou de raisons définitives ou uniques. Hein. Ça fait plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. On peut trouver dans différentes études de sociologues. Alors, je vais essayer de mettre plus ou moins un ordre qui me semble moins pertinent. C'est l'égalitarisme de la société tchèque, qui est une longue tradition. La société tchèque était une des plus égalitaires déjà entre les deux guerres. Les restés sous le communisme, a fortiori, et était même une des plus égalitaires au sein du bloc, et finalement les demeurer encore 25 ans après. Alors ça ne veut pas dire que les fuseaux sont bien sûr ouverts, l'échelle des revenus, etc., et de richesse, c'est bien ouvert, mais l'essentiel des Tchèques vivent dans finalement une fourchette assez restreinte. Donc, ensuite, il y a ce que j'ai mis entre guillemets, parce que ça peut faire sursauter certains, c'est la transition économique en douceur, que j'explique après plus ou moins avec les autres points. C'est la République tchèque n'a pas connu de grave crise économique pendant les 25 dernières années. Il y a eu des discours très libéraux, très forts, mais par exemple la libération des loyers qui est intervenue dans d'autres pays n'a presque pas eu lieu en République tchèque. Tout a été très progressif. Donc pendant 20 ans, les loyers ont progressivement augmenté et ont suivi l'augmentation des salaires. Donc pas pousser dans le genre à la rue ou en cause, ou à se ruiner pour se loger. En République tchèque, grosso modo, pour se loger et payer les charges, on met entre guillemets que 25%. Alors, vous savez, en France, on est à plus de 33-35%, et en moyenne en Europe. Donc ce chômage est resté relativement faible. Il n'a jamais franchi les 10% en République tchèque. À la différence, par exemple, des voisins slovaques, hein, où on est monté jusqu'à 17 au plus fort des crises, et qu'on est toujours grosso modo à 14, on vient de passer peut-être tout juste en dessous des 14%. Donc on est dans un autre, vraiment, aujourd'hui on est à 6,5, 6,7 en République tchèque. Une des raisons aussi que certains sociologues avancent et que moi je trouve pertinente, c'est en effet certaines des solidarités familiales, je pense, qui sont demeurées fortes. On s'aide encore mutuellement en famille. Les parents soutiennent beaucoup les enfants et les enfants soutiennent les anciens.
Donc ça fait aussi une partie de ce matelas qui amortit. Alors il y a une politique sociale de l'État qui joue son rôle. On va la détailler ensuite, vous verrez, elle n'est pas très généreuse, mais elle arrive à remplir son rôle d'amortissement. Après, il y a des solutions, il y a une émigration certaine, donc qui permet de tasser un peu le marché de l'emploi, donc de laisser davantage de place à ceux qui restent. Et puis, des brouillardises, le système D, Schweik, mais aussi de manière organisée, l'entrepreneuriat individuel, dans un pays où il y a presque 1 million de gymnostetskilistes, donc ce statut d'entrepreneur ou d'auto-entrepreneur fait que les gens se sont débrouillés toujours, beaucoup dans une grande mesure, grâce au statut assez souple et très avantageux fiscalement et socialement, de compenser ou de se débrouiller pour éviter de tomber dans cette pauvreté. Donc la politique sociale de l'État, voilà un peu quelques chiffres qui ne sont pas très roses, mais finalement qui, grosso modo, font que ça tient à peu près, et surtout on ne meurt pas de faim quand même en République tchèque, on verra ensuite, grâce à l'autre élément, c'est l'aspect de tout le secteur associatif, notre rôle. Donc ce minimum d'existence que peut toucher une personne, c'est donc très peu, mais c'est toujours ça, c'est 20 € par mois pour se nourrir. Donc il faut en effet trouver d'autres sources et d'autres moyens de se faire accueillir. Comment. Le minimum vital qui peut être versé aussi, c'est de personnes donc de 3410 couronnes, 130 €. On va pas très loin, mais c'est comme ça que l'on calcule, c'est sur ces bases. C'est un système qui est assez systématique. C'est-à-dire que toute personne qui a le droit, même sur Internet, c'est très bien, celui qui sait, il peut rentrer sa ressource et il peut obtenir par une calculatrice qui vous calcule exactement à quoi vous avez le droit. Ce système est très... donc c'est pas à la tête du client, c'est vraiment très systématique. Ce sont des petites sommes, mais finalement qui jouent leur rôle ou surtout permettent de compléter parfois ce que l'on peut gagner au noir ou en bricolant. Alors, ce système est donc généreux, mais surtout incite, et c'est décrit dans tous les textes, doit inciter à la personne à se prendre en charge, à se redynamiser, à retrouver sa place dans la société. Toutes ces formules sont utilisées dans l'introduction des textes de loi qui ont introduit. Alors cette présentation-là, elle date des années de 2007-2008. C'est mise en place de ce système très encadré. Et donc les allocations ne sont limitées dans le temps. Pour l'allocation d'existence, vous avez vu les 2200, elles peuvent être versées que 84 mois sur 10 ans. Par contre, l'allocation logement, elle peut être versée tant que la personne, les revenus de la personne ou de la famille qui demande n'est pas suffisant pour couvrir le loyer. Les allocations familiales, grand débat en France, en République tchèque, ils sont plafonnés jusqu'à 2,4 fois le minimum social. Donc un nombre assez important, mais de loin, pas toutes les familles en République tchèque ne touchent les allocations familiales. Et après, certaines, le droit aux allocations d'urgence, qui sont calculées selon le tableau que je vous ai montré juste avant, elles ne peuvent être versées que pendant 15 mois. Donc, une
de ces réussites de ces 25 dernières années, c'est non seulement d'avoir maintenu cette pauvreté à un niveau, quand on vient d'Europe, ou globalement dire acceptable peut-être, au moins raisonnable par rapport à bien d'autres pays un peu plus riches, c'est aussi cette explosion du secteur associatif, et pas seulement associatif, parce qu'un certain nombre d'institutions ont développé des structures diverses d'accueil, d'accompagnement pour les personnes en difficulté ou en pauvreté. Donc ce sont les villes et les régions qui ont créé, qui ont conservé ou créé des structures d'accueil, toutes sortes de centres d'accueil pour SDF en particulier sont gérés ou créés par les communes. Après, il y a un nombre de structures ou de programmes d'aide alimentaire pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. C'est une structure qui fonctionne bien et qui a été maintenue longtemps, qui existait déjà sous le communisme, mais qui ont, au moins celles-ci ont été maintenues, alors qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses parfois, on a une vidéo avec le bébé après 89. Là, à ce niveau-là, on a fait plutôt du bon travail au niveau social. Et après, c'est la multiplication des organisations à caractère social ou caritatif qui se sont multipliées. Et ça fait partie, je crois, de cet engouement entrepreneurial. Aujourd'hui, on parle beaucoup de plus en plus d'entreprises sociales, mais une association, c'est aussi une entreprise. Il faut du dynamisme, de la volonté, des capacités d'organisation, et énormément de Tchèques se sont lancés, soit pour des raisons religieuses, mais il y a aussi énormément d'associations laïques ou sans confession, neutres, qui ont développé des programmes pour accueillir ces personnes, en particulier femmes seules avec enfants, SDF, ou pour l'accompagnement des drogués ou des gens en situation de dépendance, en alcool ou autre. Ça fait partie de ce tissu et de ce qui fait que la vie n'est pas aussi, est assez un peu plus agréable, au moins difficile pour les pauvres, qui grosso modo trouvent où aller dans presque toutes les communes, pas pour les villages, mais les communes, à partir de 5 000 habitants grosso modo, ont une structure d'accueil, soit privée, soit associative, soit institution communale ou régionale, pour accueillir. Et tout ceci a pu exister malgré des financements aléatoires et irréguliers, qui ont été en baisse à différents moments, qui ne sont toujours pas remontés, mais avec les années aussi, c'est diversifié. Le financement privé grâce à un certain nombre de fondations, d'entreprises qui accompagnent aussi ces associations. Et puis donc pour nous, représenter ce réseau, ce tissu d'associations, a représenté une opportunité pour développer les banques alimentaires. Donc les banques alimentaires ont voulu, à partir de cette analyse qu'il y avait quand même de la pauvreté, parce que certains ont vite fait sur un certain nombre de politiques, avaient souvent tendance parce qu'il y en avait peu, proportionnellement à dire qu'il n'y en avait pas, donc on a voulu rappeler qu'il y avait quand même des pauvres et que méritaient aussi intérêt et attention. Que s'était développé le tissu associatif, très large et qui couvre largement l'ensemble du pays, et qu'il y avait aussi les ressources alimentaires et le gaspillage qui augmentait grandement au début des années 2000 avec la multiplication des grandes surfaces, développement de l'industrie agroalimentaire,
Donc pour nous, ça a été l'occasion de lancer notre projet, de les associer toutes ces associations au projet de créer les banques alimentaires afin d'améliorer leur approvisionnement en produits alimentaires. Donc notre souci, c'est d'encourager cette solidarité en sollicitant les entreprises afin qu'elles s'associent aussi à cet élan pour venir en aide aux plus pauvres, aux plus faibles. Et cette solidarité, elle se manifeste aussi en organisant des collectes publiques, et comme celle que nous venons d'organiser en République tchèque la semaine dernière, c'était en France, et dans beaucoup de pays européens. Nous étions une semaine avant à Prague, où la solidarité aussi a été forte, puisque cette année, en République tchèque, nous avons collecté 173 tonnes de produits alimentaires dans environ 170 hypermarchés et 200 surfaces plus petites, dans discount et des drogueries. Donc, ce qui est un très beau résultat. Surtout que l'année précédente, nous avions fait 66 tonnes. Donc, presque triplé, un peu moins. Ce qui est aussi cet élément de solidarité, je m'en laissais entendre quand je parlais des raisons de cette pauvreté. On a parlé entre les familles, mais en République tchèque, la solidarité demeure forte et une des plus fortes en Europe centrale, puisque les Tchèques sont les meilleurs donateurs dès qu'il y a une collecte pour une cause, que ce soit des catastrophes internationales, mais aussi nationales, dans le cas des inondations ou autres. La générosité des Tchèques est toujours là. Donc les banques alimentaires, pour faire un peu d'histoire, vous vous rappelez, tout le monde ne connaît pas le concept et pourquoi. Donc les banques alimentaires, ça existe depuis bientôt 50 ans dans le monde. Donc, la première, c'était aux États-Unis, à Phoenix, fondée par Ian Van Hengel, et qui a lancé ce concept. Lui-même aussi avait été marqué par la dichotomie entre la richesse des États-Unis, c'est les années 60, c'est les années d'or, et en même temps, ces très nombreux pauvres qui faisaient les poubelles dans sa vie. C'est ainsi qu'il a voulu, non marier les deux, faire que ce gaspillage cesse, que au moins ça puisse profiter, qu'il n'ait plus besoin d'aller dans les poubelles. Donc c'est passé par le Canada, début des années 80, et via des Canadiens, c'est arrivé en France, qui ont rencontré Bernard Dandrel en particulier, qui était à l'époque au Secours catholique de Paris, et qui a créé en 1984 la première banque alimentaire en Europe, et a inauguré sa banque ces jours-ci, grosso modo, presque 30 ans, jour pour jour, c'était un peu avant Noël 84. Et je vous donne en mille ce qu'il a distribué à Noël 84, les premiers produits qu'il avait dans sa banque, du poisson et du pain. Voilà. Et donc en République tchèque, l'association elle-même des banques alimentaires a été fondée en 1992, les toutes premières. En 92, ont existé jusqu'en 99, mais végétés. Et surtout avait été fondé par mon président, notre président toujours actuel, c'est par Ilya Hladetsky, qui avait créé tout début 90 l'association Nadier Espoir, qui elle était venue aider surtout les tout premiers migrants que ce pays connaissait, c'était les Roumains qui fuyaient la Roumanie juste au début des années 90, au début de l'année 90 même, via Prague, il y a le train pour aller plus à l'ouest souvent. Et donc il leur a commencé par leur apporter les premières aides alimentaires, des habits chauds, etc. Et puis après il a développé ses œuvres vers les SDF, qui est
principale activité. Bon, ensuite, ils ont développé d'autres centres qui accueillent, qui s'occupent de personnes âgées aussi, etc. en province, mais à Prague, le cœur de leurs activités sont les personnes, les SDF et migrants. Donc c'est première banque, et donc c'est en allant le voir en début, en fait c'est fin 2004, que ensemble nous avons convenu de relancer les banques alimentaires en République tchèque. Donc 2005, en effet, on organise une grande assemblée générale où je suis désigné comme directeur, où sont associés les principales ONG sociales et caritatives du pays au lancement des banques. Et cette reprise 2006 correspond à l'ouverture de notre entrepôt à Prague, entrepôt qui est hébergé par Veolia à Prague et qui a été placé dans Bernard-Andrés, c'est le petit monsieur à lunettes, fondateur, donc, qui était à l'époque encore président de la Fédération européenne des banques alimentaires. À côté de lui, c'est un fonctionnaire du ministère et derrière, juste derrière M. Landrel, c'est l'ambassadeur américain, et à lunettes le grand, c'est l'ambassadeur français. Nous avions tenu à cette tutelle pour bien nous inscrire dans une histoire, dans un mouvement. Voilà. Et aujourd'hui, les banques en Europe, la Fédération européenne, regroupe 256 banques alimentaires dans 21 pays, même depuis quelques semaines, nous sommes à 22 pays, puisqu'il y a la Norvège qui a été accréditée, qui s'est joint à notre pays, voilà, à notre fédération. Donc en 2013, les banques européennes, en volume, ça représente quelques 402 000 tonnes de produits alimentaires, soit 804 millions de repas qui peuvent être préparés avec, qui ont permis d'alimenter 5,7 millions de personnes. Et vous savez, les banques alimentent toutes ces personnes, c'est à travers des associations, organisations caritatives. C'est ce qui nous distingue donc, des restaurants du cœur. Nous ne distribuons jamais la nourriture directement aux personnes. Nous passons toujours par des intermédiaires qui, elles, connaissent bien ces personnes et les accompagnent, font un travail social ou éducatif ou divers avec elles. Donc, juste un peu notre chemin de fonctionnement, tout ça, vous avez vu, une banque alimentaire, c'est un entrepôt. Nous sommes au milieu de cette relation entre les donateurs, où nous concentrons les dons de produits alimentaires de ces origines différentes, des agriculteurs, de l'industrie, des distributeurs, donc des grandes enseignes, le Fonds européen d'aide alimentaire, qui apporte aussi une masse importante de produits, qui varie selon les pays, mais entre 25 et 50% en Europe, dans les différents pays, c'est du gros volume. Et puis ces fameuses collectes publiques qui nous permettent de diversifier, d'obtenir ces produits qu'on peut difficilement obtenir, souvent ces produits de longue durée, comme les conserves, farineries et autres, les plus difficiles d'obtenir des producteurs ou des distributeurs. Parce que, par définition, ce genre de produit en général est vendu largement avant la date de péremption. Ce sont des durées de vie de 2 à 3 ans. Et ces produits, donc, nous les redistribuons toujours à des associations bénéficiaires qui s'occupent de centres d'accueil pour SDF, de soupes populaires, d'orphelinats pour notre cas en particulier, parce qu'il y a des associations qui ont des orphelinats, différents programmes d'aide ou alimentaire à retraités, familles pauvres, ou dans des cadres de programmes d'intégration. Donc voilà un peu nous sommes une association dans laquelle nous comptons 7 membres fondateurs et qui participent à l'animation au développement de notre réseau à travers le pays. Donc aujourd'hui nous sommes à 7 banques officiellement créées, 5 réellement actives, 2 qui ont été créées au cours de l'année, donc ils sont en train de s'équiper, de s'installer dans les entrepôts
et de lancer leurs activités. En janvier officiellement démarreront concrètement. Nous avons en projet 2 autres banques, de création de nouvelles banques en région, en Bohême de l'Est. Donc, pour courant 2015. À terme, les banques alimentaires en République tchèque aimeraient bien être 13. Alors peut-être 14, mais a priori 13. Prague distribuant aussi pour toute la Bohême centrale. Donc sinon, il y a 14 régions officielles en République tchèque. Voilà pourquoi le second de 13 ou 14. Donc, alors nous avons aujourd'hui, les banques alimentaires coopèrent avec quelques 180 institutions, en fait, associations essentiellement. Ça représente davantage d'établissements divers, parce que certaines associations de nombreux équipements ou différents centres d'accueil divers, donc c'est davantage de points de distribution des produits alimentaires. Grosso modo, c'est 10 000 personnes qui, de manière régulière, sont aidées. Et donc, l'an dernier, nous avons collecté et redistribué 245 tonnes de produits. Vous voyez, c'est peu, nous sommes loin du compte quand on a évoqué tous les chiffres précédents sur la pauvreté. Mais petit à petit, nous grandissons et surtout, jusque-là, nous étions un peu gênés par un certain nombre de règles de législation peu favorables, en particulier sur la TVA. Les entreprises qui nous donnaient leurs produits, parce que nous n'achetons jamais nos produits, nous les recevons obligatoirement gratuitement, devaient, elles, payer la TVA sur ces dons. Donc, c'était pas... Et la TVA sur les produits alimentaires à budget est de 15%. Donc, c'est un côté un peu prohibitif. Donc, mais bonne nouvelle, au 1er janvier 2015, cette obligation va tomber. Le ministre des Finances est en train de préparer et surtout va signer les recommandations nécessaires à la direction des finances pour que ces dons, en particulier au réseau des banques alimentaires, qui devrait sûrement être la seule ou presque la seule organisation à bénéficier de cette exonération, pour des raisons de facilité de contrôle pour les autorités fiscales, si vous voulez, qui ont toujours traîné des pieds pendant des années, qui refusaient toujours X raisons, mais en tout particulier pour éviter toute fraude ou mauvaise utilisation de cette possibilité d'être exonéré d'impôts, du paiement de la TVA pardon, sur les dons. Donc on risque d'être les seules associations autorisées à recevoir des dons. Et les entreprises, dans ce cas, n'auront pas payé de TVA. Et donc les banques travaillent, comme moi-même, nous sommes tous, la plupart sont des bénévoles pour animer ces banques. Et nous employons, souvent grâce à travers des contrats aidés, des employés, des salariés, dans nos entrepôts qui ont en charge le travail quotidien de collecte, avec camionnettes, voitures, qui font la tournée des magasins, et à l'entrepôt qui trie et redistribue ensuite, donc redonne aux associations des colis, dans les caisses. Donc voilà, notre spécialité, c'est que nous, vous avez compris que nous sommes nos spécialités, c'est la logistique. C'est donc de transporter, stocker, s'assurer de la qualité, donc toujours vérifier les dates, le respect de la chaîne de froid, et puis surtout tenir un inventaire précis, que nos produits soient toujours, qu'on puisse les suivre à la traçabilité de nos produits, jusqu'au bout, jusqu'à l'association qui va, elle, les consommer, les faire consommer ou les distribuer. Et surtout, nous assurons de travailler des associations qui réellement les utiliseront à bon escient, ces produits. Donc, nous signons des conventions assez strictes avec ces associations. Elles doivent
non seulement avoir les capacités de les recevoir, les stocker, etc., mais surtout de leur manière de les distribuer, de les donner à leurs clients ou les personnes ou les populations qu'elles aident. Donc c'est notre souci aussi de travailler avec elles sur comment utiliser au mieux aussi ces produits alimentaires dans leur travail, de réfléchir ensemble. Voilà, donc ça, c'est en couleur ce mouvement des produits vers les associations avec les principaux clients dans notre pays. Voici juste pour finir quelques photos de l'entrepôt de Prague et une photo de la collecte que nous avons réalisée maintenant pour la deuxième année en République tchèque. Donc je vous remercie pour votre attention et maintenant je suis ouvert à toutes vos questions. Docteur Orné, vice-président de l'amitié franco-tchécoslovaque. Votre exposé était très intéressant. Donc j'ai deux questions et un commentaire. Question, vous avez mentionné que aussi l'Union européenne contribue à des fonds alimentaires. Sous quelle forme? Et quel est le pourcentage vis-à-vis d'autres pays, par exemple? Donc, deuxième question, s'il vous plaît. Je suis un peu frappé. Vous avez cité que vos banques alimentaires distribuent à peu près 10 000 repas au cours de la saison et que ces banques sont ouvertes, n'est-ce pas? Mais si je calcule par rapport à la population, ça me paraît très peu de gens qui sont nourris par ces banques, puisque ça n'est même pas 0,1% de la population. Et troisième question peut-être. Donc, nous savons malheureusement que la population zigane ne veut pas toujours travailler, ne veut pas contribuer à la solidarité nationale, parce qu'elle en a besoin toujours. Ces gens-là vivent souvent des allocations familiales, n'est-ce pas? Donc si dans une certaine mesure on enlève la population zigane de la République tchèque, théoriquement, la statistique finalement des pauvres en République tchèque est relativement très très faible. Oui, je vais répondre dans l'ordre des questions. Le Fonds d'aide alimentaire européen, il vient de changer, mais jusque-là, c'était l'Union européenne allouée aux pays qui le souhaitaient des enveloppes. Le montant en République tchèque était très faible. On était à peu près du même montant que le Luxembourg, une poignée de pauvres. Donc pour nous, ça représentait un volume assez faible de produits, mais néanmoins utile, puisqu'on avait des produits style farine, pâtes, sucre, donc qui sont assez utiles, surtout dans les soupes populaires, là où on les cuisine, parce que ce genre de produit est distribué à SDF ou à une famille, c'est pas toujours facile. Le nouveau programme va être un peu plus complexe, mais en France, il va se prolonge plus ou moins de la même manière qu'avant. En République tchèque, ça va être un peu plus compliqué parce que le ministère des Affaires sociales voudrait que les banques alimentaires ou les autres associations qui devraient y participer, ne sont pas très nombreuses, peut-être Caritas, donc Secours catholique tchèque, recevront une enveloppe financière et devront elles-mêmes gérer les appels d'offres. Alors on ferait des 4 pour ne pas avoir à le faire parce que c'est très lourd. C'est pas vraiment notre spécialité quand même. Donc on est encore en discussion comment
mais ça représente un volume important. Peut-être mes collègues justement à la Fédération européenne ont le chiffre en tête, combien ça représente en millions d'euros. Au niveau européen, le chiffre c'est 500 millions d'euros par an pendant 7 ans. Alors 500 millions donc, apportés à la population européenne, ça fait 1 euro par an et par personne. Alors, ce qui est vrai, c'est que malheureusement, la République tchèque est un je crois qu'il y a 4 ou 5 pays, donc la République tchèque, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, qui n'ont pas souhaité, ou qui sont très peu demandeurs de l'aide européenne alimentaire. Je ne sais pas pourquoi, mais donc voilà, c'est une des raisons aussi qui explique le fait que les quantités donc, qui sont prises par le gouvernement tchèque sont très faibles. Probablement parce que, comme en Allemagne, si vous voulez, le gouvernement considère que déjà beaucoup de choses est faites vis-à-vis de ces gens en difficulté et donc n'a pas recours, si vous voulez, à l'aide européenne. Donc voilà, sur le plan européen, là, ce qui se passe avec donc c'est un plan qui était géré par la direction de l'agriculture, puisque c'est un prolongement de la PAC. Au départ, c'était un plan qui a été mis en place pour écouler les surplus de la politique agricole commune. Depuis cette année, donc, ça passe maintenant aux affaires sociales, ce qui fait que on s'est beaucoup bagarré pour que le montant ne soit pas, à cette occasion-là, diminué considérablement, ce qui avait été au départ le plan. Et la deuxième chose, ce qui se passe, c'est que comme c'est les affaires sociales, les gouvernements ont la possibilité de décider qu'une partie donc, de la somme qui est allouée par l'Europe soit affectée à des besoins non alimentaires. Par exemple, à l'achat de couverture, à l'achat de chaussures, etc. Qui donc réduit naturellement la portion qui est consacrée à l'aide alimentaire. Mais dans le cas de la République tchèque, le vrai sujet, c'est parce que le gouvernement tchèque a décidé de ne pas avoir recours de façon absolument très minime à ce programme, comme l'a fait l'Allemagne, comme l'a fait l'Irlande et comme l'a fait la Et en République tchèque, donc toujours en discussion, mais a priori ça c'est acquis, grosso modo c'est 80% qui ira à l'aide alimentaire et 20% à la non alimentaire, essentiellement pour des affaires scolaires. Ce qui permet de faire payer un programme que le gouvernement tchèque avait mis en place et de fort longtemps par l'argent européen d'équiper les familles pauvres pour la rentrée scolaire en matériel scolaire. C'est juste un transfert. La deuxième question, oui, en effet, on aide peu de pauvres. Et on aide essentiellement donc, les plus pauvres. Vraiment les plus pauvres, ceux qui sont, grosso modo, c'est 10 000 personnes par mois à peu près, qui sont aidées, moi quotidiennement. On touche essentiellement les SDF qui fréquentent ces institutions et après un certain nombre de pauvres qui émargent ou qui fréquentent les associations d'accueil ou d'accompagnement. Nous aimerions faire beaucoup plus, mais alors les associations en elles-mêmes, le volant d'aide de personnes qui pourrait être aidé est un peu plus important, mais je mets 10 000 pour qu'il y ait un chiffre clair, parce qu'en fait on peut toucher jusqu'à 30 000, 40 000 personnes, mais de manière irrégulière. Là, sur les 10 000, c'est quand on fait une moyenne vraiment stricte sur le nombre on met ça vraiment par jour, par mois. Après, sur les Ziganes, oui, ça représente un volume, mais tous ne veulent pas travailler, c'est pas toujours vrai, mais malheureusement ça risque de devenir de plus en plus vrai, mais c'est pas parce qu'elles ne le veulent, c'est qu'elles ne le peuvent même plus. Je m'explique dans le sens où avec la création de ces ghettos et de plus en plus, où la création de ces ghettos intervient dans des régions où il n'y a vraiment aucun emploi, où on utilise d'anciennes usines ou foyers divers qui étaient liés à d'anciennes usines, voire même
de coopératives agricoles pour loger ces familles en dehors de tout tissu de marché de l'emploi. Il n'y en a pas. Dans des coins où il y a déjà un fort chômage local, on en rajoute. Donc là, on est sur la mauvaise pente. Le gouvernement actuel a pris conscience du problème. Bon, inverser la tendance va sûrement être un peu longue, d'autant que ce commerce, ces marchands de sommeil qui créaient ces ghettos, a été facilité par une aberration de la loi sur les allocations logement, où c'était le logeur qui encaissait directement, et donc un certain nombre d'entrepreneurs ont racheté ce genre de foyer à travers le pays et ont commencé à encaisser des loyers très élevés pour entasser des familles dans des surfaces très réduites. C'était de l'argent assuré, puisque c'était ces allocations d'État. Donc là, c'est Merci, cher Patrice, pour ce passionnant exposé. J'aurais deux questions. Comment s'articule votre dialogue avec les trois niveaux institutionnels, les villes, les régions et l'État? Première question. Et seconde question, je sais que vous vous intéressez beaucoup à la Slovaquie aussi. Et est-ce que vous pourriez nous dire, en termes d'action des banques alimentaires, ce qu'il en est de la Slovaquie? Merci pour les questions. Et donc ce dialogue, oui, ben, il est permanent entre... alors nous, au niveau de la fédération, on traite surtout avec le niveau gouvernement, donc les deux ou trois ministères vraiment partenaires pour nous qui comptent et qui peuvent être intéressés, mais non, pas toujours, mais donc c'est les affaires sociales qui n'ont pas toujours été en effet intéressés, qui ont souvent même mis plutôt des bâtons dans les roues. C'est pour ça que j'avais baptisé les ministères des affaires asociales. Mais bon, c'est lié à un problème aussi, c'est un peu côté un peu tchèque, quand on a fait une loi et qu'on énumère dans la loi tous les aspects, tout ce qui peut être considéré comme service social, et qu'on ne mentionne pas les banques alimentaires parce que la loi a été écrite en même temps que nous renaissions en 2004-2005. Donc nous avons existé, faire un travail, employer, donner des chances à des gens qu'on sort d'un chômage long, des handicapés, etc. Mais nous ne sommes pas considérés comme un service social, donc nous n'avons pas accès à un certain nombre de subventions. Donc c'est une bataille permanente avec eux pour une prise d'amende en fin de session, d'autant plus que nous ne sommes pas le seul service social qui réclame maintenant d'être enfin inscrit à cette loi, parce que d'autres entre-temps sont créés. On ne peut pas fermer une loi comme ça, c'est un peu aberrant. Mais bon, c'est comme ça. Avec la nouvelle ministre, on s'achemine vers un amendement qui devrait pouvoir rajouter cette liste. Donc ça, c'est déjà un mouvement dans le bon sens. Et il y a une prise en conscience aussi de notre rôle de soutien et d'accompagnement, et surtout qui a permis, parce que nous avons aussi servi un peu de matelas pour les associations, quand il y avait des coupes vraiment très fortes dans les financements, ou quand les financements étaient toujours décidés, aujourd'hui ça l'est un peu moins, mais à une époque ça se décidait pour l'année en cours, au mieux fin de l'hiver en mars, l'argent arrivait en juin, voire août pour certaines associations. Donc pour certaines c'était quand même utile qu'on puisse leur fournir des produits alimentaires qu'elles n'aient pas à acheter, surtout pour tous ces centres d'accueil, soit de nuit, soit de jour pour SDF. Donc il semblerait qu'une enveloppe pourra être dégagée l'an prochain au ministère des Affaires sociales pour aider le développement des banques dans les régions, afin en particulier de monter en puissance et de pouvoir servir davantage de personnes en difficulté. Donc,
d'associations et de personnes. L'autre interlocuteur, c'était le ministère des Finances, puisque nous étions en bagarre depuis trop longtemps avec eux sur cette exception de la TVA, donc qui a priori va trouver sa solution ces jours-ci. Nous étions en discussion intense sur la réalisation concrète et sur les formulations à adopter dans ces recommandations pour le fisc local, pour tous les bureaux du fisc, pour qu'ils traitent ce genre de dons des entreprises, pour qu'elles reconnaissent la validité de ce don comme étant pour une œuvre caritative, que ces produits étaient vraiment en fin de vie, c'est-à-dire avec quelques jours avant la date de péremption, pour être reconnus comme exonérés d'impôts, être reconnus à une valeur zéro, en fait, exactement. Et puis le troisième ministère, c'est l'agriculture, puisque la plupart des autorités de contrôle, comme vétérinaires ou les inspections agroalimentaires ou d'hygiène agroalimentaire dépendent d'eux, ils ont été toujours bienveillants, ils ont été toujours ouverts, c'est eux qui ont poussé la République tchèque à participer au moins, même symboliquement, mais au moins participer à ce programme d'aide alimentaire, ce qui nous a permis quand même de récupérer quelques dizaines de tonnes de produits chaque année, de ces produits de base. Ils sont toujours partants, et le ministre actuel de l'agriculture est aussi un fervent partisan du développement des banques à travers le pays et nous aide à communiquer en direction des paysans, façon de parler, mais des agriculteurs et des entreprises agricoles en République tchèque pour qu'elles pensent à donner, quand elles le peuvent, tous ces surplus ou ces fruits ou les légumes trop laids pour aller dans les supermarchés. Et la Slovaquie. Donc après les autres niveaux, après c'est aux banques locales, puisque nous sommes fédération, nous fédérons donc ces banques que j'ai évoquées, c'est cette banque régionale, et après c'est à elles localement de gérer. Et les villes, la ville dans laquelle ils sont installés, c'est une évidence, qui est souvent la capitale de région, ou presque, parce qu'on est par exemple Ústecký kraj, la région de Ústí, nous sommes installés à Litoměřice, mais la ville de Litoměřice a mis à disposition par exemple les espaces, donc tout ça c'est après localement, à ce niveau-là, c'est soit de fournir gratuitement des espaces, parfois même des subventions comme à Ostrava pour un emploi, et on fait aussi intervenir les régions pour des subventions, mais aussi dans les rapports de bons procédés, on peut parfois donner un coup de main à leur propre structure qu'elles ont créée d'accueil au SDF ou des choses comme ça, et on peut fournir des produits alimentaires. Quand elles sont généreuses, on sait l'être aussi, et c'est être reconnaissant. En Slovaquie, où j'ai, parallèlement que je remontais les banques en République tchèque, j'ai aussi créé là de toutes pièces en Slovaquie. La première banque, elle a une autre structure, c'est une banque nationale avec des entrepôts délocalisés. C'est assez centralisé. Elle se développe. Alors qu'elle avait des conditions encore plus difficiles, parce que par exemple en Slovaquie, les dons de produits alimentaires n'étaient même pas déductibles des impôts, comme l'étaient en République tchèque ou le sont ici. Et en plus, les donateurs devaient payer la TVA, qui n'est pas 15, mais 19%. Donc ceux qui donnaient étaient vraiment très courageux. Heureusement, quelques grandes entreprises ont donné, et surtout les distributeurs qui aussi voulaient participer et donner, parce que ça va un moment de jeter, même si c'était jusque-là finalement financièrement plus intéressant que de donner, moralement pour beaucoup ça pèse. Donc, et puis surtout pour l'image, c'était longtemps le discours sur la lutte contre le gaspillage, la solidarité avec les pauvres, c'était plus porteur, donc ils voulaient, donc ils ont, en association avec la Banque alimentaire de Slovaquie, on fait une pression intense mais brève,
sur le ministère des Finances qui cette année a cédé en quelques mois sur les 2 dossiers. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2015, en Slovaquie, les dons alimentaires seulement, hein, pas les autres, mais les dons alimentaires seront déductibles donc des impôts pour les entreprises et elles ne seront pas soumises à TVA. Bon, par contre, la contrepartie, c'est l'exclusivité, c'est la banque alimentaire. Donc c'est une grosse responsabilité aussi pour la banque alimentaire slovaque, mais bon, c'est un bel enjeu et c'est surtout un moyen de développer les banques et de s'imploser, parce qu'elles aussi, les volumes, malgré ces conditions, étaient en hausse ces dernières années, a réalisé pour cette année sa première collecte aussi chez Tesco en particulier, donc ça part, ça décolle. Et au niveau engagement, bénévolat, il y a des un bon développement du bénévolat en Slovaquie, donc localement il y a des bons relais pour développer ces succursales. Le bénévolat en République tchèque, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, alors le bénévolat en République tchèque est très organisé. Ça passe beaucoup par des associations qui se chargent d'organiser le bénévolat pour les entreprises, etc. C'est un peu plus difficile à recruter par l'association elle-même, parce que les structures sont un peu monopolisées l'organisation du bénévolat, ce qui est un peu différent de ce qu'on connaît en France en particulier, où chacun gère, pareil. En Tchèque, il y a des centres du bénévolat, il y a une loi un peu étrange, je trouve, le bénévolat, où on veut lui donner trop de règles, donc un peu carcan, mais sinon, et c'est aussi en augmentation, on trouve de plus en plus de personnes disposées, par exemple pour cette collecte, qui s'appuie dans les grands magasins essentiellement sur les bénévoles, on a pu en mobiliser 1200. Et donc un certain nombre d'employés de ces grands distributeurs, des entreprises, puis après dans tous les rayons, dans tout l'entourage des associations que nous approvisionnons tout au long de l'année, on s'est mobilisé, donc c'est une belle opération, c'est même une des plus grosses mobilisations sur une journée de bénévoles dans le pays. Alors, est-ce que vous pouvez quantifier ce bénévolat au profit des banques européennes et d'autre part le nombre de permanents? Alors, on a bien compris que la logistique, ça ne s'improvise pas, et vous recrutez des gens qui étaient en chômage durable. Est-ce que vous pourriez préciser cela? Est-ce que vous pourriez préciser de question le cadre législatif qui provoque un obstacle, dans la mesure où pour les gros distributeurs, détruire ne coûte pas très cher, alors que vous donnez coûte cher? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu cette contradiction? Donc au bénévolat, toutes les banques régionales sont dirigées par des bénévoles. Donc le président, le conseil sont tous des gens qui s'engagent bénévolement. La plupart sont issus d'autres associations, donc ils sont salariés par des associations. Et après, on trouve par contre à l'exécutif, donc soit un directeur, soit un responsable d'entrepôt qui a une fonction assez élargie, donc aussi d'aller négocier avec des donateurs potentiels, etc. Sont souvent des employés. Plus après, les chauffeurs et personnes d'entrepôt sont des salariés. On arrive à trouver des personnes très motivées, en plus très reconnaissantes quand on leur donne l'opportunité, la possibilité de réaliser et de se réaliser justement une tâche comme celle-ci, à but caritatif. Ils se sentent valorisés
et en même temps valorisent eux-mêmes leur travail, font le maximum, sont d'une disponibilité incroyable. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir donner ces chances à des personnes. Sur Prague, j'avais embauché à l'époque, parce que j'avais dirigé en direct ce premier entrepôt. Donc c'est des personnes aussi qui avaient 55 ans, qui s'étaient retrouvées au chômage, n'en sortaient plus. On leur donnait l'opportunité, ils y sont toujours et vraiment, connaissent bien la maison, savent s'impliquer, règles, formes, on discute. Sinon, voilà un peu. Quantifier, aujourd'hui, si on prend les banques, on est grosso modo en moyenne à 2 salariés par banque. Bon, il y en a vraiment 5 qui fonctionnent, les autres ont vraiment démarré avec leur personnel en janvier, dans mise en place. Donc on a une dizaine de salariés et en bénévole, on a une vingtaine vraiment s'impliquer entre la fédération et les différentes banques, être vraiment actifs. Mais on peut compter sur le soutien en fait, quand il y a besoin, quand il y a des grosses opérations comme les collectes, la collecte nationale ou des collectes locales, ça existe aussi, ça s'organise localement. Et la deuxième. Et le cadre législatif un peu contradictoire. Oui, alors on l'a évoqué, c'est surtout en effet cette question de TVA qui rendait le don coûteux pour les entreprises, puisque la destruction, grosso modo, n'est pas si onéreuse. Les coûts que ce soit quand on brûle ou quand on stocke, quand on tasse dans les décharges, les produits sont relativement faibles. Donc, et surtout que ça rentre dans les coûts. Alors que la TVA, elle, quelque part, elle se déduit. Même s'il la paye, mais elle est payée, donc ça renchérit. Le coût fait descendre sur leurs chiffres est plutôt une bonne chose, alors que la TVA payée, c'est vraiment net et c'est pas bon pour le chiffre à la fin du mois pour le directeur de magasin. Même s'il cherche toujours à réduire les déchets d'une manière ou d'une autre. Il y a quand même une culture de la vente à bon marché, à prix réduit, quand on arrive à 2-3 jours, etc. On peut descendre des produits qui sont soldés à 50%. Et on a vu, il y a quand même beaucoup de pauvres, de gens en limite, et le prix est quand même un facteur assez important d'achat. Donc il y a beaucoup de gens preneurs de ce genre de produits. Vous allez consommer le jour même ou le lendemain, rien ne se passera. Donc ils arrivent à écouler beaucoup de choses comme ça. Donc ils jettent bien sûr, mais pas tant que ça. C'est pour ça qu'ils limitent les coûts. Bon, on cherche à gagner justement sur ces produits, au lieu de solder ou au lieu de risquer de les jeter, de pouvoir les donner à temps pour qu'ils servent. Je vous demanderais si, en disant que la République tchèque est trop pour la pauvreté, est-ce que ça peut être un peu spéculatif, car pourriez-vous estimer s'il y a peut-être trop beaucoup de gens qui ne sont pas sur la ligne de pauvreté absolument ou relativement, mais qu'il y a beaucoup de gens juste un petit peu sur la ligne? Oui, très bonne question, parce qu'en effet, par contre, si la République tchèque est un pays qui a les plus bas taux de pauvreté, c'est par contre un des pays qui a le plus fort taux de gens juste au-dessus, c'est-à-dire dans la première tranche au-dessus, où ils sont très nombreux, ils sont plus de 25%. Donc, ça montre justement cet écrasement de l'échelle des revenus qui perdure, parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui sont limite au-dessus. C'est pour ça que, alors réellement menacés, c'est 15%, comme on disait, mais des gens qui ont finalement peu de matelas, peu de réserves en épargne, etc., pour affronter le moindre choc
accident, maladie prolongée ou divers, ou un incident à la maison, etc. Incendie qui peut arriver. Certains, souvent, au bout de 3 mois, se retrouveraient en effet sous ce seuil. Donc c'est juste, c'est en effet peu de vrais pauvres, de vraiment pauvres, mais une grande masse de gens qui sont, somme toute, assez fragiles, mais qui, en temps normal, ne tomberont pas, mais en moindre accident peut les projeter en quelques mois dans la pauvreté. Quel rôle jouent parmi vos collaborateurs des associations comme le Sokol ou le Scout, dont les valeurs confluent avec les vôtres? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce que votre qualité de français vous sert ou vous dessert auprès de vos collaborateurs tchèques? Et puis, une troisième question linguistique, celle-là est anecdotique. Vous connaissez certainement le terme de maraude. Est-ce qu'il y a un terme tchèque qui correspond à la maraude? Merci bien. Je commence par la dernière. Maraude, malheureusement, il n'y a pas de traduction en tant que telle. C'est toujours difficile. Alors, il me semble que justement, Ilia, qui est sa grande spécialité et qui connaît bien le monde français, parce qu'il a vécu un peu ici, et puis pour lui, c'était une source d'inspiration, Emmaüs, etc. Donc, ils connaissaient bien ce qu'ils font. Avait imaginé un mot, mais maintenant, je ne l'ai plus en tête. C'est même plus un mot, mais c'était en 2-3 mots, il arrive à rendre. C'était une manière de faire, oui. Donc, la deuxième question, français m'a beaucoup aidé. Alors, pourtant, par rapport aux associations en elles-mêmes, et c'est surtout par rapport aux autorités et aux partenaires financiers ou donateurs possibles. J'ai beaucoup tapé, bien sûr, dans mon carnet d'adresse d'entreprise française à Prague pour les marchés pour lancer, pour ces entrepôts chez Veolia. Les équipements ont pour la plupart été fournis ou payés par des entreprises françaises quand on a démarré. Je fais régulièrement appel à elles quand il y a besoin d'un soutien dans une région ou pour équiper un entrepôt. Donc, ça a plutôt aidé. Et puis la première, Scout et Sokol. Malheureusement, non, on travaille très peu. C'est peut-être parce que je suis français que je ne suis pas allé directement chez eux, même si je connais bien sûr leurs valeurs. Mais c'est une très bonne idée, merci. Ça m'inspire pour peut-être chercher des collaborations futures. Dans les scouts, on a eu parfois, ils sont intervenus sur certains coups, avec certaines banques, on menait des collectes locales. On ne les a pas mobilisés, par exemple, pour la collecte nationale, parce qu'ils ont aussi leurs propres projets, leurs propres, etc. Et on a voulu essayer de faire... Parce que les scouts sont très sollicités en République tchèque. Beaucoup d'associations sont appuyées sur les scouts parce qu'ils savaient que c'était les scouts et qu'ils n'allaient pas refuser. Moi, je n'ai pas voulu trop aller par là. Je voulais mobiliser d'autres milieux. Et c'est comme ça qu'on a pu mobiliser toutes sortes de personnes de tous les âges, dans l'entreprise, étudiants, jeunes professionnels, mais aussi, et pas tout obligatoirement jeunes, qui sont mobilisés, qui sont venus donner un coup de main pendant cette collecte, on travaille d'ailleurs dans des entreprises, dans Prague ou ailleurs, en province, qui sont venus donner un coup de main pour la collecte. Et d'autres sont intéressés au cours de l'année pour d'autres aspects d'aide, etc. Alors nous, comme nos volumes ne sont pas encore très importants, qu'on n'a pas de grand coup de feu, on arrive à gérer avec nos 2 ou 3 employés qu'on a sur Prague. Mais à terme, nous aimerions, parce que j'attends avec cette disparition de la TVA, de l'obligation de payer la TVA, une augmentation assez importante des volumes dès les prochains mois.
Donc là, on va peut-être être obligé de faire appel à davantage de personnes, et nous aimerions, sur le modèle justement de la France, mais aussi de nombreux autres pays européens, de faire appel à davantage de bénévoles sur une base régulière, sinon quotidienne, mais régulière dans la semaine, de venir donner un coup de main pendant les heures de coup de feu à la banque, quand arrivent les produits, qu'il faut les trier, les redistribuer, etc. Donc ça c'est un peu le... Donc pourquoi pas en effet toucher, sinon peut-être pas les scouts, mais les socols, on va faire de toucher ces populations, parce qu'il y a des gens de tous les âges qui peuvent peut-être être disponibles, surtout en partie des retraités disponibles en semaine à des heures au cours de la journée, pour venir donner un coup de main comme bénévole. Donc, pouvoir le développer. Jusque-là, comme on était bloqué et que nos volumes plafonnaient, on n'a pas développé une grande campagne, de grandes opérations pour recruter des bénévoles. Mais maintenant, comme je pense que les volumes vont augmenter assez vite, on va avoir besoin de mains supplémentaires dans l'entrepôt. Donc là, on ne va pas faire davantage appel aux bénévoles. Et les secours sont une très bonne piste. Merci. Qu'en est-il de la collecte de vêtements? Je suppose que ça joue un grand rôle, les hivers sont très froids. Nous-mêmes, les banques alimentaires ne font pas de collecte de vêtements, hein, mais Caritas en fait, après les associations qui accueillent des SDF comme l'Indier ou l'Armée du Salut aussi récupèrent. Je sais que Caritas avait un peu réduit la voilure, elle l'avait beaucoup développé dans les années 90, le temps passant, et puis finalement ce plafonnement des pauvres, et puis il n'y a plus une telle demande. C'est vraiment pour l'aide d'urgence pour les plus pauvres qui fonctionne. Donc il n'y a pas énormément. Sinon, c'est développer toute une industrie de la collecte de vêtements dans les containers qui sont reconditionnés, traités, etc. Et souvent, malheureusement, plutôt revendus que donnés. Donc, certaines associations ont aussi leurs propres conteneurs pour récupérer, en particulier l'Armée du Salut. Donc ça s'est développé, mais c'est pas en... Il y a eu transfert, il y a eu énormément de choses qui étaient données à l'époque dans les charités, dans les caritas locales, de paroisses, etc. Et beaucoup ont fermé parce qu'ils ne trouvaient pas preneur ensuite. Donc ils se trouvaient envahis par des vêtements de toutes sortes. Donc c'est développé ces conteneurs, mais c'est pas non plus des volumes faramineux. Mais sinon, les habits chauds sont toujours demandés par les associations directement intéressées qui elles récupèrent comme Nadier ou Armée du Salut ou Caritas pour leur propre centre SDF. Oui. Une question me vient à l'esprit aussi. Vous disiez que les Tchèques gaspillent relativement moins que les Français. Quelle raison verriez-vous pour cela? Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie dans les autres pays de l'ancien bloc de l'Est, par exemple? Oui, globalement, il y a eu pas mal d'études ces derniers temps autour du gaspillage sur les chiffres. Donc on a pu voir, bien sûr, tout ce qui était de l'autre côté du rideau. Aujourd'hui encore, on gaspille beaucoup moins. Il y a plusieurs facteurs, mais un principal, c'est l'argent. Quand même, les gens font plus attention à ce qu'ils achètent. Ils consomment, ils ont moins d'argent. Donc ils achètent, grosso modo, sachant ce qu'ils vont manger. Il n'y a pas encore l'achat plaisir ou l'achat impulsif. Produits alimentaires massifs, ça existe bien sûr chez ces personnes, mais pas de manière massive. On voit, non seulement c'est pauvre, mais surtout cette frange de population relativement pauvre ou menacée à la moindre. Donc c'est des gens qui ne roulent pas sur l'or, donc ils comptent. Donc ils ne dépensent pas non plus au-delà de. Ils n'achètent pas trop de produits et ils essaient de consommer tout ce qu'ils ont acheté.
C'est, je pense aussi à un rapport à l'alimentation, aux produits alimentaires, vu sa cherté passée, mais cherté présente toujours relative, hein, même si, grosso modo, aujourd'hui, avec un salaire moyen tchèque, on achète beaucoup plus de produits alimentaires qu'on pouvait acheter avant, mais relativement, ça reste toujours cher. Donc, il y a un plus grand respect. Peut-être les valeurs peuvent jouer, comme tu évoquais tout à l'heure, sur les liens familiaux. La dimension éthique du rapport aux produits alimentaires, c'est source de vie. Pas besoin d'être croyant pour le penser. Donc, je crois que ça fait encore un sentiment fort, le fait que l'héritage agricole, paysan, aussi, ça c'est particulièrement davantage encore en Slovaquie, mais bon, la société agricole tchèque n'est pas encore si lointaine non plus. Hein, c'est pour ça aussi que les Français ne sont pas dans les plus grands gaspilleurs, qui sont les Britanniques. Et c'est pas étonnant où justement l'agriculture, la population agricole est faible depuis déjà il y a plus longtemps. Donc je pense ce lien aussi avec la terre, le produit agricole. On voit le nombre de Tchèques qui ont encore ces maisons et ces jardins ouvriers qui cultivent aussi eux-mêmes, ils ont un rapport à ce produit de la terre, je pense un peu différent. Beaucoup de gens, c'est pour ça qu'ils font grosso modo, mais moins que la moitié de la moyenne européenne en gaspillage. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour cette intervention, cette soirée passionnante. Merci à vous d'être venus et peut-être à bientôt. Merci.